vous faire un petit survol du détour je vais cliquer là-dessus. Donc, du déroulement, donc le contenu aujourd'hui, là, on va vraiment faire un survol rapide là, de la mise en contexte, les objectifs du programme. On va rentrer dans un peu plus de détails, bon, sur l'admissibilité, autant des dépenses que des organisations, et les critères d'analyse du financement et surtout le cheminement, donc le processus là, qui est en cours en ce moment. Et on aura bon, quelques exemples et une période de questions. Donc, juste une petite mise en contexte, c'est le gouvernement fédéral a mis sur pied ou est en train de mettre sur pied un fonds de finances sociales. C'est un 755 millions là, qui est supposé être déployé sur une période de 10 ans. Ce n'est pas encore actif, ce n'est pas encore mis en place, mais je crois bien qu'ils travaillent fort là-dessus pour que ça s'en vienne. Dans la foulée là, de la création de ce fonds, il y a eu un constat comme quoi certaines organisations ne sont peut-être pas nécessairement prêtes à accéder à des prêts ou à des investissements importants là, pour leur développement. Donc, parallèlement à la création de ce fonds-là, le fédéral a créé le programme de préparation à l'investissement pour rendre les organisations techniquement prêtes à accéder à des prêts. Donc, le montant, c'est 50 millions répartis là, à travers le Canada jusqu'en mars, qui va être déployé jusqu'en mars 2024. Et c'est entre 4 et 6 millions là, qui sont spécifiquement dédiés au Québec. Et là, on a lancé en fait le deuxième PPI. Le projet pilote, le PPI 1, a été déployé en 2019-2020. Et le montant, c'était plutôt autour de 8 millions. Donc, pour le Québec, c'est particulier. C'est le chantier de l'économie sociale qui déploie les fonds, qui distribue les fonds au Québec. Et pour le reste du Canada, il y a 3 autres organisations là, qui se partagent un peu le même rôle. Mais chaque organisation est autonome dans les règles à suivre, les modalités d'attribution des fonds. Mais bon, il y a la Fondation communautaire du Canada, Fondation canadienne des femmes et l'Association nationale des centres d'amitié. Pour ce qui est de la gouvernance du PPI, donc le chantier est porteur du dossier, mais c'est fait en concertation avec plusieurs autres organisations. Donc, il y a un conseil d'orientation qui est composé de 14 membres qui sont les acteurs dans l'écosystème de l'économie sociale au Québec. Et c'est ce conseil-là qui détermine les critères d'admissibilité et certains aspects du processus. Une fois qu'on a reçu des projets, après ça, il y a un comité de financement qui est composé de 7 ou 8 personnes qui prennent les décisions par la suite. Ils mettent en application les orientations du conseil. Et entre les deux, bon, on fait affaire avec le risque pour l'analyse détaillée des projets. Alors, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués là, dans tout ce processus. Donc, pour le détail là, du PPI, c'est quoi? C'est on cible des organisations à vocation sociale, c'est le terme que le gouvernement fédéral utilise, mais bon, c'est des organisations dont le siège social et les activités sont au Québec, avec un projet entrepreneurial en tête. Oups, ça avance tout seul. Reculer, pardon. Donc, un projet entrepreneurial qui répond à un ou plusieurs besoins et que vous êtes à la recherche de bailleurs de fonds pour mener à terme ce projet et le rendre intéressant pour les investisseurs. L'objectif, vraiment, c'est de rendre les organisations prêtes du point de vue technique pour accéder à des investissements ou à des marchés d'approvisionnement. Et donc, on souhaite que les organisations soient mieux outillées pour accroître l'impact de leur mission sociale. Les organisations admissibles, donc comme on disait, c'est le terme organisation à vocation sociale parce que ça ratisse un petit peu plus large que l'économie sociale. Mais bon, au Québec, l'économie sociale est quand même assez bien solide. Donc, il y a toutes sortes d'organisations qui peuvent être admissibles, organisations à but non lucratif, des coopératives, donc des mutuelles. Il y a aussi la possibilité des entreprises à but lucratif avec une mission sociale ou environnementale. Et une autre, entreprise à but lucratif aussi, dont un organisme
ou une coopérative détient ou maintient la majorité des actions. Pour ce qui est d'une entreprise privée, il y a des restrictions là, par rapport à, bon, la mission doit être entièrement une mission sociale ou environnementale. Il y a une limite claire sur la distribution des profits. Donc, un minimum de 60 des profits doivent être réinjectés dans l'entreprise et ça doit être démontré. Et dans tous les cas, on veut s'assurer d'un certain niveau de gouvernance démocratique. Donc, même pour une entreprise privée, on veut que l'entreprise soit dirigée par un CA d'au moins 3 personnes pour assurer un certain côté démocratique au même titre que les autres organisations admissibles au programme. Donc, comme je disais, c'est des projets. Je reviens un peu sur le projet entrepreneurial. C'est quelque chose qu'on voit un peu en 2 phases. Donc, l'idée, c'est d'avoir un grand projet en tête, puis le PPI, ce qui finance, c'est l'étape préalable à ce projet-là d'investissement où on peut accompagner les organisations dans leur préparation à cet investissement-là. Donc, en quoi ça consiste concrètement? Souvent, c'est de l'accompagnement spécialisé. Donc, c'est d'aller chercher des consultants pour accompagner l'organisation dans leur préparation. On peut aller faire des études et aller chercher d'autres services professionnels. C'est des études de marché, études de faisabilité. Ça peut être aller chercher un architecte, des plans et devis. J'ai d'autres exemples. Donc, des plans d'affaires, des plans de commercialisation, des plans de développement, des prévisions financières. Donc, dans études et services professionnels, c'est le genre de dépenses qui sont intégrées dans cette ligne-là. Et les maximums que vous voyez, c'est vraiment là, dans votre proposition de projet, là, les montants demandés ne peuvent pas dépasser là, ces montants-là. Pour ce qui est des ressources humaines, c'est vraiment si dans votre organisation, il y a lieu d'embaucher une ressource humaine ou d'octroyer une partie du temps des tâches à quelqu'un qui est dans l'organisation pour coordonner l'exécution du projet, donc faire affaire avec les consultants, aller chercher les appels d'offres et ce genre de tâches. Donc, c'est vraiment des ressources humaines liées à la coordination du projet. Ensuite, on a la fabrication de prototypes. Aussi, on peut inclure des tests là, faits avec ces prototypes-là. Les frais de déplacement, de représentation, évidemment, ça va avec le développement de ce genre de projet. On se déplace. Recherche et développement, une particularité, c'est vraiment pour des organisations existantes qui ne reçoivent pas déjà des crédits d'impôt ou des subventions pour ces activités. Dépenses liées au développement du projet, ça peut être des dépenses de type si vous avez à louer un local, donc on ne paye pas pour le loyer récurrent d'une organisation, mais si vous avez des frais de location, de l'équipement informatique, télécommunications, fourniture et autres types de frais de fonctionnement là, spécifiquement liés au projet. Et il y a aussi l'acquisition de technologies ou de logiciels qui peuvent être nécessaires là, pour ce type de projet. Donc, les maximums qui sont indiqués dans ce tableau sont à ne pas dépasser dans la demande de financement. Et comme je vais vous expliquer, il y a comme 2 catégories de projets. Et dans ce cas-ci, les maximums s'appliquent pour un projet qui ne dépasse pas le 100 000 $. Donc, le projet, la demande PPI qui ne dépasse pas 100 000 $. Le PPI finance jusqu'à 80 du montage financier du projet. Donc, on s'attend, comme tout projet, d'avoir une contribution qui vient de l'organisation. Donc, un 20 de contribution qui peut être une source d'une autre subvention. Ça peut être un autre palier de gouvernement. Ça peut être de l'argent cash. Ça peut être un prêt que vous êtes allé chercher pour ça. La moitié de ce montant-là, de ce 20 %-là, peut être une contribution en nature, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Il faut que ce soit des dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous ne payez pas. C'est des actions, soit
si je parlais si vous avez loué un local pour ce projet et la municipalité vous prête un local, bien, ce local-là a une valeur, mais vous ne payez pas pour le loyer, en exemple. Comme je disais, les maximums sont les maximums pour des projets de jusqu'à 100 000 de montant qu'on demande au PPI. Mais c'est possible de soumettre des projets de plus de 100 000 donc entre 100 000 et 250 000. Donc, évidemment, ça veut dire que les maximums de ce tableau vont être dépassés, mais on n'a pas établi là, de maximum pour ces projets-là, parce que ça dépend toujours de l'envergure du projet. Et dans tous les cas, les dépenses, ce qu'on va analyser, c'est que les dépenses soient justifiées. Donc, vraiment, si vous allez chercher des consultants pour un accompagnement spécialisé ou des services professionnels, ben, on veut voir l'offre de services détaillée, les coûts et tout ça doit être soumis en même temps là, que le projet pour justifier les montants estimés et les coûts qui sont entrés dans votre montage financier. Pour ce qui est des montants supérieurs, donc, les projets de plus de 100 000 ils ont un cheminement spécial, mais c'est des cas de projets qu'on appelle structurants, qu'on va voir un petit peu plus tard, là, qui ont une coche de différents là, par rapport au projet de 100 000 et moins. Bon, les critères de financement, pour les personnes qui étaient au courant là, du PPI la première fois, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont changé là, dans le processus ou dans l'analyse. Donc, les critères de financement, par exemple, n'ont pas changé. L'utilité sociale, évidemment, a un grand poids dans l'analyse. Ça vaut pour 50 là, du score final du projet, la nature de l'organisation, évidemment, et les finances. Donc, vous voyez là les différents aspects qui sont analysés par la gang du risque là, qui procède à l'analyse avec un outil très détaillé. Donc, pour ce qui est du cheminement d'une demande, donc on va commencer par les projets inférieurs à 100 000 mais pour toute personne qui voudrait appliquer pour un financement de entre 100 000 et 250 000, c'est quand même pertinent pour vous parce que après une étape préliminaire, on va vous demander de rentrer dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment pour tout projet. Si on commence, donc, projet de demande de financement inférieur à 100 000, on accepte les demandes en tout temps. On a ouvert nos formulaires cette semaine, donc lundi, et les projets sont analysés au fur et à mesure qu'ils entrent dans notre pipeline. On les analyse pour l'admissibilité. Donc, une fois qu'un projet est complet et on constate qu'il est admissible, on le rentre dans le processus d'analyse et qui va aboutir à une approbation ou un refus en comité de financement. On a établi une date limite au 9 février. La leçon apprise du premier PPI, c'était qu'il n'y avait pas de date limite, donc les entrepreneurs ils ont vraiment eu l'impression qu'ils pouvaient appliquer plus tardivement. Vous pouvez vraiment prendre leur temps pour appliquer et ça a créé beaucoup de frustration à la fin du processus où les fonds ont été épuisés assez rapidement. Un peu à la surprise du chantier. Là, ça a été plus tranquille au début, mais à un moment donné, les projets ont rentré, puis les fonds ont été distribués. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas pu, ou soit qui ont soumis un projet qui n'a jamais été analysé parce qu'il n'y avait plus de fonds ou ils ont juste manqué leur coût, les formulaires ont été fermés. Après le 9, donc, on croit pouvoir analyser tous les projets qui vont être soumis d'ici le 9 février, mais tout dépend du nombre de projets qu'on reçoit. Ma recommandation, c'est de ne pas attendre au 8 février là, pour appliquer. Par contre, un entrepreneur qui aurait un projet qui n'est pas tout à fait prêt maintenant, là, il veut peaufiner la demande de financement, on souhaite quand même avoir un certain nombre de projets en attente. Donc, les projets qui vont être soumis après le 9 février, on ne fermera pas les formulaires. Les projets qui vont être soumis après le 9 février vont être un peu automatiquement sur une liste d'attente. Lors du premier PPI, il n'y avait pas encore d'écho
comme quoi il allait avoir un deuxième PPI. Donc, ça a vraiment été fermé un petit peu abruptement pour certaines personnes, mais les fonds ont été distribués. Là, on souhaite avoir quand même un certain nombre de projets sur des listes d'attente parce que, advenant une injection de fonds supplémentaires en cours de processus, en cours d'année, on va vraiment aller piger dans ces projets-là et on ne fera pas un nouvel appel à projet, puisque ça serait une situation où il y a de l'argent qui est injecté, mais pas nécessairement plus de temps et il faut agir rapidement. Donc, d'attendre plus vers la fin ou après le 9 février, c'est de prendre un risque. Un risque, on investit beaucoup d'énergie pour un projet qui ne sera peut-être pas analysé, peut-être pas financé, mais il y a un risque aussi qui fasse partie de la liste des premiers projets qui vont être choisis s'il y a une injection de fonds au courant de l'année. Et je dirais, on a un petit peu plus d'écho à ce stade-ci que la première fois, comme quoi c'est possible, mais rien d'assuré pour l'instant. Donc, le processus pour faire progresser votre projet dans nos étapes, évidemment, il y a le dépôt de la demande. Donc, on a un formulaire exhaustif on vous demande de remplir et des documents à joindre au projet, au formulaire. Tout se fait en ligne. Et pour vous préparer pour remplir ce formulaire-là, évidemment, vous pouvez aller voir le formulaire, mais on a aussi des versions Word de ces formulaires-là que vous pouvez télécharger et commencer à remplir vos questions dans le Word et ensuite faire un copier-coller dans le document en ligne. Ça peut vous aider. Le formulaire, c'est possible de le sauvegarder pour y retourner à un autre moment, mais c'est sauvegardé pendant 30 jours. Donc, vraiment faire attention d'y retourner pour ne pas perdre vos informations. L'analyse du projet se fait en 3 étapes. Donc, il y a une première analyse qui se fait au niveau de Gabriel et moi. On vérifie vraiment si vous satisfaisez les critères d'admissibilité, autant pour l'organisation, les dépenses, et on vérifie que tous les documents pertinents sont joints au formulaire. Une fois que le projet est jugé admissible, on envoie tout ça à nos analystes qui ont un certain délai là, pour analyser. Et c'est eux qui rentrent dans le fin détail là, des projets. Et les analystes vont communiquer avec vous quand même systématiquement là, pour peaufiner certaines informations de votre demande de financement. À la suite de ça, comme je disais, bon, c'est le comité de financement qui approuve ou refuse les projets. Et à la suite de ça, on vous communique le résultat de tout ça. S'il y a une offre de financement, on va vous faire signer une entente avec certains détails. Ça peut venir aussi avec des conditions à satisfaire là, avant de recevoir les déboursés. Évidemment, c'est un programme gouvernemental. On va vous demander de remplir beaucoup de questionnaires à chaque déboursé pour remplir nos besoins de statistiques et de données. Et par la suite, donc, à la toute fin, une reddition de compte, là, un rapport final. Ce qu'on prévoit du début, là, du dépôt de la demande jusqu'au début de vos activités, on vous suggère de prévoir un délai de 4 mois. Ça peut être plus court que ça pour les premiers projets qui sont soumis, mais advenant une grande vague de projets qui sont soumis en même temps, là, le comité de financement se réunit une fois par mois et ça peut prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. On communique quand même avec vous, on vous donne une idée, vous êtes où dans la liste des projets. On peut vous donner une idée à partir du moment où c'est certain à quelle date il va être analysé par le comité de financement et ça va vous donner une idée à quelle date vous allez avoir une réponse. Alors, donc, ça, c'est pour les projets, donc les demandes PPI jusqu'à 100 000 $. Pour ce qui est des projets de 100 000 à 250 000, comme je disais tout à l'heure, donc, c'est des projets qu'on considère comme des projets structurants. Donc, en plus de satisfaire les critères du PPI, il faut démontrer un caractère structurant. Donc, le type de contenu, ce qu'on va analyser dans cette étape-là là, pour vérifier si c'est un projet structurant, la première chose, c'est que
idéalement, c'est un projet qui bénéficie à plusieurs organisations ou entreprises. C'est une des premières choses on va regarder. C'est possible un projet qui est soumis par une organisation et qui est considéré structurant pour les autres aspects, mais fortement recommandé là, que ce soit un projet qui est fait en consortium. On va aussi regarder l'étendue de l'impact du projet, donc du point de vue territorial et aussi au potentiel là, de transfert ailleurs au Québec. Et la reconnaissance de l'aspect structurant par la communauté, par le milieu, va être assez important là, pour qui dit que c'est structurant, ben, d'avoir un appui solide de, de- de la communauté, du secteur, du territoire, ça va être pris en considération de façon importante. Et donc, c'est vraiment à vous de démontrer là, que c'est un projet structurant, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on va regarder là, dans la première étape là, au niveau de l'admissibilité. Donc, pour les grands projets qu'on les appelle, là, de 100 000 à 250 000, il y a une étape préliminaire. Donc, avant de rentrer dans la pipeline des projets, comme on vient de voir, il y a une étape préliminaire pour éviter, c'est un peu pour éviter qu'on reçoive trop de grands projets à analyser, puisqu'il y a un peu moins de fonds. Le tiers des fonds vont être distribués aux grands projets et c'est des montants plus importants, donc moins de projets en nombre. Et le processus est un peu différent. Comme je disais, il y a une validation préliminaire, un formulaire préliminaire, donc simplifié en quelque sorte. Et on reçoit les formulaires au plus tard le 15 décembre. Et là, c'est un peu différent parce que ce n'est pas tant au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va les regarder, mais tous les projets qui vont être soumis, considérés admissibles là, au 15 décembre, vont rentrer dans le processus d'analyse préliminaire. L'analyse préliminaire est faite par le conseil d'orientation, composé de 14 organisations différentes là, qui établissent là, les grands critères d'admissibilité au programme. Donc, rentrent dans ces formulaires-là pour déterminer lesquels vont suivre le cheminement vers le processus d'analyse détaillé. Donc, le conseil d'orientation se réunit en janvier pour analyser les grands projets. À la suite de cette rencontre-là, on aura une réponse, là, soit une validation ou un refus du projet dans ce processus-là. Si la réponse est positive, on va vous demander de déposer une demande complète, donc le processus qu'on vient de voir pour les 100 000 et moins, un formulaire exhaustif, tous les documents d'appui doivent être soumis dans le processus. On va vous donner un délai pour faire ça, évidemment. Ce n'est pas rapide comme processus. Là. On va vous donner une date limite là, pour soumettre votre projet dans le processus complet. On va vous donner au moins 4 semaines, sinon plus que ça. Amy, il y avait Philippe qui levait la main. J'imagine que Oui, c'est en lien avec ce qui se disait là. oui, Oui, exact. Bon matin. bon matin. Philippe Dumas du Moulin-Michel, à Gentilly, à Bécancour. En fait, ma question, c'est pour la validation. Donc là, je comprends qu'on va avoir un temps après pour obtenir, par exemple, toutes les soumissions détaillées pour un dépôt complet. Donc, à cette étape-là, on vient valider seulement si c'est un projet structurant, par exemple. Oui, Ou il faut déjà avoir un aperçu où est-ce qu'on se situe entre le 100 000 et le 250 000. oui, il faut quand même soumettre un début de montage Ouais. financier. Il faut clarifier là, c'est quoi le montant que vous visez là, dans votre demande au niveau préliminaire. Puis après ça, le niveau de précision avec les soumissions, par exemple. Oui. Après OK. ça, c'est comme au niveau préliminaire, on vous demande une lettre d'intention, mais on ne vous demande pas encore d'appuyer tous vos montants et toute votre demande avec toutes l'offre de service et toute la documentation. C'est dans l'étape vraiment exhaustive, là, le formulaire exhaustif, qu'on vous demande ces documents-là. Parfait. Merci. Donc, des dates clés, comme j'ai mentionné, donc l'analyse préliminaire faite par le conseil d'orientation va être en janvier. On va vous demander après ça de déposer un formulaire exhaustif. C'est au moins 4 semaines qu'on vous donne pour cette étape-là.
Ensuite, il y a l'analyse détaillée et le comité de financement. Donc, c'est le comité de financement qui aura lieu au mois d'avril, là, qui va se pencher sur les grands projets qui auront avancé dans le processus. Et donc, dans ce cas-là, les débuts des activités pourraient être envisageables là, au mois de mai 2023. Et la fin des activités que je n'ai pas mentionné pour le premier processus, mais ça s'applique vraiment à tout le monde, c'est en février, au plus tard, là, la mi-février 2024, pour ensuite procéder à la reddition de comptes et la fermeture de ces projets-là. Donc, les dates clés, c'est vraiment pour vous donner une idée dans la planification là, de l'exécution, dans la faisabilité, le réalisme. Ce n'est pas tout à fait un an là, qu'on va pouvoir vous donner là, pour l'exécution des projets. Donc, les petites informations complémentaires, comme je disais, toute l'information est en ligne. Les formulaires sont des formulaires électroniques. Vous avez des versions Word qui sont à votre disposition, autant pour les formulaires préliminaires que les formulaires exhaustifs. Il est possible de sauvegarder pour 30 jours. Vous allez recevoir un accusé de réception. Et comme je disais, les demandes sont traitées au fur et à mesure. On vous recommande de ne pas tarder à soumettre votre formulaire, puisque si on reçoit 100 projets dans les 2 prochaines semaines, ben ça remplit pas mal notre pipeline. Je ne sais pas à quel point ça va être vite comme ça, mais bon, ne pas attendre au 8 février. Ben, prévoir au moins un 4 mois de délai. Là. Les premiers projets vont recevoir une réponse vraiment plus rapide. Là. Ça ne sera pas 4 mois, mais selon la vitesse à laquelle les projets rentrent, ça pourrait aller jusqu'à 4 mois. Et, le pôle enregistre le webinaire, donc ça pourrait être disponible. Mais notre webinaire qu'on a fait le 31 octobre est déjà disponible sur le site du chantier. Si vous voulez nous réécouter ou voir les questions qui ont été posées à ce moment-là. Sur notre site, donc le document le plus important sur lequel vous fiez, c'est le guide de dépôt. Vraiment, tous les détails sont là, là. Tous les détails n'étaient pas dans le PowerPoint. Donc, vous pouvez aussi accéder au PowerPoint, mais tous les détails ne sont pas dans le PowerPoint. Il y a une foire aux questions qui a été bonifiée suite au webinaire du 31 octobre. Et ça vient vraiment clarifier là, beaucoup de petits détails là, sur l'admissibilité et les différents processus qu'on a expliqués. Donc, j'ai quelques exemples de projets. Je n'ai pas regardé l'heure pour il est demi. Donc, rapidement, exemple de projet. Donc, une organisation qui œuvre dans le secteur du tourisme a la volonté de mettre sur pied un projet qui permettrait de percer dans les nouveaux créneaux d'activité. Donc, ils ont besoin de faire une étude de marché, une étude de faisabilité. Ils ont besoin d'une personne pour coordonner, puis ils ont besoin d'informatiser un processus. Est-ce que c'est éligible? Oui. Dans ce cas-là, ça serait une demande de 100 000 et moins. Et toutes ces dépenses-là là, sont admissibles dans le contexte du PPI, études des services professionnels, ressources humaines et acquisition d'équipements et logiciels. C'est souvent en économie sociale, c'est tout de des teintes de gris. Ici, c'est clairement, c'est clairement une réplique un peu de nos règles. Et ici aussi, bon, une organisation qui désire mettre sur pied un projet en 2023 a besoin de personnes pour se dédier à la mise sur pied de ce projet-là. Et donc, oui, c'est possible d'embaucher des ressources humaines et de considérer aussi les frais de déplacement et des frais reliés au développement du projet. Bon, nos coordonnées, c'est Gabriel et moi là, qui sommes responsables de ces lignes-là, donc le courriel et la ligne téléphonique. Donc, vraiment, on vous encourage à communiquer avec nous pour valider vos idées, valider si
les dépenses que vous voulez soumettre dans un montage financier sont admissibles. Et ce qui est le fun dans un webinaire comme ça, c'est que vous voyez qui on est, vous avez eu un certain nombre d'informations, mais vraiment, on vous encourage à communiquer avec nous. Là, on préfère avoir des interactions avant de lire un projet qui, oups, peut-être qui aurait bénéficié là, de certaines réponses à des questions. On va passer à une période de questions. Quelque chose que je n'ai pas ajouté dans le webinaire, mais qui était quand même important suite au premier webinaire qu'on a fait. C'est vraiment cette notion-là de est-ce que le projet éventuel d'investissement vise à aller chercher des prêts. Donc, la réponse à cette question-là, c'est oui. À la base, le PPI a été créé pour ça, pour accéder, bon, il y a un nouveau fonds de finances sociales qui va être développé au niveau fédéral, mais il y a toutes sortes d'autres fonds que vous pourriez aller chercher. Mais la réponse est oui. On ne finance pas de la préparation à augmenter votre chiffre d'affaires puis gérer plus d'argent. C'est vraiment un projet d'investissement qui devrait suivre le PPI. Donc, ce n'est pas se préparer pour une campagne de financement, ce n'est pas se préparer à augmenter son chiffre d'affaires, c'est vraiment une préparation pour que ce soit l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment qui, de toute évidence, va demander l'investissement de fonds importants. C'est de créer, je ne sais pas, une autre succursale de son entreprise dans une autre région qui va demander des études de marché, faisabilité, recherche de locaux et tout ce genre d'étapes-là. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse-là, parce que des fois, ça se dit dans le titre du programme, mais on rentre un petit peu moins dans ce détail-là quand on en parle. Et ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on reçoit des projets qui ne fitent pas dans le moule. Ce n'est pas que ce n'est pas des bons projets, mais c'est juste que ça ne fit pas dans le moule et dans l'idée derrière le PPI. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser les participants poser des questions. Proposer, mais oui, Amy, vraiment merci, très intéressant. Puis, je vous le redis, là, on va passer à la période de questions, pardon. Mais si jamais vous avez vraiment des demandes beaucoup plus précises ou vous voulez prendre le temps de parler avec Gabrielle, qui est là aussi, ou Amy, vous avez toutes leurs coordonnées. Mais sinon, je vous invite à lever la main. Puis, à ce moment-là, on passerait à la période de questions. Puis, Maxime avait une question. Oui, je me demandais, tu sais, comme toute préparation à un projet d'investissement, ça peut arriver en cours de route que les orientations changent, que le projet ne se fasse pas, ou tout simplement que justement l'étude de faisabilité révèle que le projet n'est pas faisable. Qu'est-ce qui va arriver dans ce temps-là, tu sais, au moment de la reddition de compte, parce qu'il y a eu des subventions qui ont été octroyées en vue de l'obtention d'un prêt qui n'aura finalement pas lieu? Oui, on ne vous demandera pas de rembourser. C'est une subvention vraiment pour vous préparer. L'erreur est possible ou justement, on veut que vous analysiez vraiment correctement avant de vous lancer dans des grandes dettes. Et donc, c'est la réalité de la vie en business. Ça se peut que la faisabilité démontre que ce n'est pas réaliste pour toutes sortes de raisons. C'est des choses qui arrivent, puis c'est pas... on souhaite que ça fonctionne, puis que vous accédiez, puis que votre projet d'investissement fonctionne, mais c'est pas, on ne fait pas nécessairement un suivi. On va faire un suivi, on aimerait ça le savoir, mais c'est pas le risque d'échec ne va pas être analysé de cette façon-là. Là. On ne va pas dire ah non, à la fin, si votre projet ne fonctionne pas, ça ne change pas que vous avez reçu la subvention, puis il n'y a pas de remboursement demandé ou quoi que ce soit. J'ai une question, là, je m'excuse si la réponse a été donnée plus tôt, mais est-ce qu'une municipalité peut être admissible? Non, hein? Je vois Gabrielle qui fait non. Non, c'est ça. C'est tout ce qui est considéré comme relevant de l'État ou du municipal ou d'autres entités gouvernementales, là, ne sont pas admissibles. Philippe? Question très bien précise, mais justement, ça s'applique vraiment chez nous. Le propriétaire du fonds, du terrain où on prépare à faire des investissements est la municipalité. Dans notre plan d'exécution, il y a l'obtention d'une amphithéose.
est-ce que, par exemple, ça serait absolument nécessaire au PPI pour être admissible ou comment vous voyez ça? Est-ce qu'on devrait obtenir l'amphithéose avant de présenter au PPI ou ouais, c'est ça. C'est ça le fond de ma question. C'était précis ou si on pourrait s'en reparler. Oui, ben c'est ça. J'aurais tendance à dire on devrait s'en reparler, là, juste pour bien saisir les détails. Et chose que je n'ai pas mentionnée, puis bon, ça fait quand même plus de temps que pour le premier webinaire. Gabriel et moi, on est vraiment toutes nouvelles dans le domaine, autant de l'économie sociale qu'au chantier. Donc, c'est le genre de choses que, oups, je maîtrise un petit peu moins. Il faudrait vraiment qu'on consulte possiblement nos collègues et tout ça pour être sûr de donner une réponse claire et complète. Parfait. J'ai une autre question. Je pense que j'ai la réponse, mais je m'essaye pareil. Une entreprise privée qui voudrait peut-être devenir entreprise d'économie sociale au BNL, est-ce qu'elle pourrait être admissible ou faudrait qu'elle réponde aux 60% de ses revenus déjà là qui sont à mission sociale? Oui, c'est pour que ce soit au départ une entreprise à mission sociale ou environnementale, même si c'est une entreprise enregistrée comme entreprise à but lucratif. Le résultat d'un PPI peut être la création d'une nouvelle entité, donc possiblement une nouvelle coopérative ou un nouveau OBNL. Mais à la base, l'entreprise privée à but lucratif doit être admissible au programme. Donc, on va regarder qu'on limite la redistribution des profits et on va regarder la gouvernance, là, que l'entreprise soit gouvernée au moins par un CA de 3 personnes. OK, parfait, merci. Karine? Bonjour. Bonjour, Amy, ça fait plaisir de te voir aussi. Est-ce que, ben, en fait, ma question elle a un peu été répondue avant, mais est-ce que ça peut être une toute nouvelle entité, une entité qui n'existe pas encore, ils partent avec ce projet-là? Est-ce qu'ils peuvent appliquer? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est quand même assez clair. Ma réponse est non. Il faut vraiment que l'entreprise existe, là, que l'OBNL existe, que la coop existe pour appliquer. Comme je disais, ça peut être une organisation qui soumet un projet qui va mener à la création d'une nouvelle entité, mais le promoteur ou l'entité promotrice du projet qui applique doit être enregistrée là, avec sa régie interne, sa gouvernance, ses états financiers. Ça peut être une jeune entreprise avec des prévisions financières et tout ça, mais elle doit être déjà constituée. OK. Admettons, ils sont constitués, mais ils sont comme en devenir, là. C'est comme, admettons, ils sont en règle pour être enregistrés, ils sont enregistrés, mais OK. genre, ils n'ont pas encore parti leur projet, là. Mettons, c'est le développement de leur premier projet. Ils sont sur leur plan d'affaires présentement et tout ça. Est-ce que ça peut s'appliquer ou il faut qu'ils soient déjà en activité? Je dirais que oui, en autant qu'on puisse clairement déterminer qu'il y a comme ils vont avoir besoin d'avoir accès à des investissements après le PPI. Donc, le PPI, ce n'est pas le plan d'affaires pour juste démarrer la business, c'est que, l'exemple le plus concret, c'est quand on parle d'un bâtiment, de l'immobilier, c'est une entité qui existe sur papier, mais qui n'a pas encore de locaux pour travailler. Et donc, c'est la mise sur pied de la recherche de terrain, puis là, de différentes sources de financement, la faisabilité du projet, puis qui éventuellement va aboutir à un prêt pour accéder à un immeuble, par exemple. Donc, le PPI ne paiera pas pour la pelletée de terre pour le chantier de la construction de la chose, mais peut contribuer à tout ce qui est la préparation préalable à cette étape-là. C'est comme penser à un projet en 2 étapes. Le PPI va préparer au grand projet éventuel. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, excusez, je ne voyais pas vos mains. Philippe, peut-être que tu avais relevé la main? Oui.
mon esprit vagabond, puis j'en trouve des questions. Parce que pour notre organisation, d'y aller, par exemple, avec un consultant ou un employé à l'interne, on favoriserait à l'interne, mais d'un coup, que ce soit avec un consultant, est-ce qu'il y a des taux horaires maximum? Est-ce qu'il y a des conditions supplémentaires? On n'a pas de règles hyper strictes là-dessus. Là. C'est tant que le montant soumis est appuyé par une offre de service détaillée, est justifiable, justifié là, dans la demande, que ça les analystes vont pouvoir probablement juger si est-ce que ça correspond au tarif du marché, puis regarder ce genre de détails-là. Donc, la justification va être importante. Vas-y, Karine. Pour ceux qui répondraient à la demande après le 9, tu as mentionné, après le 9 février, tu as mentionné qu'ils seraient les premiers, ils seraient dans la liste d'attente si jamais il y a une injection de fonds en cours d'année. Si jamais il n'y en avait pas, est-ce que leur demande serait quand même retenue pour l'année suivante? Ou s'il n'y a pas de demande d'injection, ça va comme recommencer au début après? Oui, on n'a pas pris de décision là-dessus. Ce qui arrive en ce moment, par exemple, la question m'a été posée pour les personnes qui ont manqué leur chance dans le premier PPI. Ils nous ont demandé s'il était prioritaire pour ce PPI-ci. La réponse était non, ce n'est pas automatique, mais puisqu'ils ont déjà vécu l'expérience et on n'a pas beaucoup changé notre processus, ils ont déjà une longueur d'avance de savoir comment ça marche, puis d'avoir déjà réfléchi à leur projet, d'avoir répondu aux questions. Donc, la recommandation, c'était qu'ils soient dans le pipeline le plus vite possible, suivant cette première expérience. Il y a eu quand même 2 ans là, entre les deux, donc les projets évoluent, puis bon, on ne pouvait pas juste prendre les projets qui avaient été soumis à l'époque. En ce moment, ce qu'on a comme écho, ce n'est pas nécessairement un PPI 3, mais c'est un PPI 2++. C'est vraiment une injection de fonds dans l'entente qu'on a en ce moment avec le fédéral, avec la même date de fin qui est pour nous, mars 2024, mais bon, pour les projets, ça va être février 2024. Et donc, je ne peux pas garantir là, pour si jamais il y en avait un PPI 3 à partir de 2024, 2025 et tout ça, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Là. C'est ça, c'est un risque à prendre. Est-ce qu'on veut être sûr d'être les premiers dans la pipeline pour si jamais il y a des fonds de plus, prendre le risque de ne pas passer du tout par l'analyse. Et merci. J'aurais une question. Est-ce qu'une organisation qui n'a pas d'équipe employée, qui n'a pas d'employés, en fait, peut déposer? Oui. Tant qu'il y a un CA, il y a de la gouvernance, il y a des activités, il y a une posture entrepreneuriale et il y a un projet là, qui vise des investissements. Parfait. Philippe. Encore moi. Donc, je comprends un chargé de projet, un coordonnateur qui serait, par exemple, responsable de lever. Chez nous, c'est un projet de terrain, de bâtiment et tout ça. Donc, dans ses responsabilités de faire un montage financier qui serait éligible à certains prêts, mais cette personne-là peut aussi travailler sur des demandes de subvention pendant la période qu'on obtient du PPI où c'est vraiment il faudrait montrer que 20% de sa tâche va être consacrée aux subventions, 80% à la faisabilité et à la coordination et à l'obtention de prêts, par exemple. Oui, selon le montant qui est demandé, de déterminer, c'est une personne, par exemple, une ressource humaine qui est déjà à l'emploi, on va y accorder 50% de son temps va être pour le PPI, il faut que ça soit écrit, dit et que le montant corresponde là, à 50% de son temps. C'est possible de le faire comme ça. Je pense que peut-être ma question, je vais peut-être y aller encore plus concret. Dans le fond, nous, il y a un projet de bâtiment où probablement que les sources gouvernementales vont couvrir 80% des dépenses. Mais le 20% représente quand même 2 à 3 millions.
Fait que cette personne-là va travailler sur le projet qui va être payé en grande majeure partie par des subventions, mais est-ce que dans sa... Je sais que ça commence à être précis comme question, là, mais dans sa charge de travail, s'il y a disons, un 5% uniquement qui est attribué à lever, pas à lever, c'est pas une levée de fonds, mais à trouver des sources justement privées de prêts ou autres, est-ce que ça peut nuire à une demande, par exemple, si on ne vient pas détailler dans ce détail très précis-là? Oui, bien là, la précision dans la question, c'est si la personne va faire les démarches pour aller chercher des prêts. Pour le PPI, on n'est pas encore à l'étape d'aller chercher des prêts. Le PPI doit préparer à cette étape-là d'aller chercher des prêts, mais c'est vraiment le travail du coordonnateur ou de la personne chargée du projet, c'est bon, il va y avoir peut-être des offres de services, de services de consultants. Ben, c'est le suivi de ce travail-là, c'est cette démarche-là avec ces spécialistes. Je ne sais pas si je Je pense que réponds je comprends. Dans le fond, à la question. c'est Ouais. au PPI, on n'embauche pas quelqu'un pour déposer des demandes de prêt ou déposer des demandes de subventions. C'est plutôt pour préparer les plus beaux dossiers qui vont servir autant à des prêts qu'à des subventions, par exemple. Mais dans un contexte d'investissement, d'immobilisation, où il va y avoir du prêt. C'est ça, la personne qui va mettre à l'œuvre ce qui est déposé là, pour le PPI. Si c'est d'aller chercher les services d'architecte, c'est d'aller chercher des services spécialisés de comptables, de prévision financière, des choses comme ça. C'est pour la faisabilité. Donc, c'est la personne qui va se charger là, de toutes ces offres de services-là et le suivi de ces démarches-là. OK, merci. Philippe, on dirait qu'on se passe la balle. J'ai une question, moi aussi, parce qu'en fait, j'ai accompagné une entreprise qui a rempli la demande, donc je me dis que les questions qu'elle a eues, sûrement que les autres vont l'avoir. Vous demandez les opérations de l'organisation, donc au niveau des produits et services offerts, donc de les décrire, puis vous parlez de processus de production des biens et services, puis des réseaux et coûts d'approvisionnement. Quand on parle d'OBNL, par exemple, qu'est-ce que vous entendez par ça? Oui, c'est sûr que c'est plus un jargon, peut-être plus de business, là, vente, mais c'est selon les services offerts, les coûts d'approvisionnement et les stratégies d'approvisionnement, c'est vraiment les fournisseurs viennent d'où, c'est qui la chaîne là, qui contribue aux produits et services. Et c'est sûr que c'est un peu plus doux pour ce qui est d'un OBNL qui offre des services qui ne sont pas nécessairement dans la même idée là, d'une chaîne de production. Mais c'est quand même, ce qu'on vise quand même, c'est à comprendre un peu le processus là, interne de l'organisation là, pour produire ce qu'il offre à la population. Parfait. Donc, par exemple, si on parle d'une friperie, ça pourrait juste expliquer que ça vient de dons de la communauté ou tout simplement. Oui, ben c'est ça. C'est d'où vient la matière première et comment elle est traitée, c'est quoi les processus là, pour rendre le produit disponible. Est-ce qu'il y avait Sonia? Oui, je peux comme plus ouvrir ma caméra, fait que je vais la laisser fermer. Justement, en lien avec la question de Malka, est-ce que c'est en lien avec les produits et les services qui sont déjà offerts par l'organisation, par l'entreprise, ou ça doit être pour les biens et services qui seront offerts avec le projet qui sera mis en place?
Le formulaire est un peu divisé en deux. Donc, la première section, c'est vraiment une mise en situation de l'organisation, un portrait actuel de l'organisation. Et ensuite, il y a une portion sur le projet. Donc, spécifiquement, qu'est-ce qui va être développé ou qu'est-ce qui est visé par le projet. Et merci. Comme je disais, il y a des fois beaucoup de nuances de gris. Nous, on a présenté quelque chose qui est assez noir ou blanc, mais beaucoup de nuances de gris là, dans le milieu là, de l'économie sociale, dans le milieu des OBNL. Vraiment, je vous invite à communiquer avec nous là, pour qu'on saisisse bien en amont là, votre projet, puisque c'est au niveau de Gabriel et moi qu'on analyse l'admissibilité pour passer ensuite. Donc, nous, on n'a pas de contrôle sur le résultat final. On n'est pas décisionnel du tout là-dessus, mais au moins la première étape, là, de vous assurer que vous allez passer à l'étape de l'analyse. Je vous encourage vraiment fortement à communiquer avec nous là, pour qu'on puisse creuser un petit peu plus votre projet. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Amy. Merci Gabriel aussi d'avoir été présent. Donc, vous avez toutes les coordonnées de Amy ou Gabriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les interpeller. On va vous envoyer la présentation de ce matin par courriel. Donc, vous pourrez à ce moment-là la vérifier avec les coordonnées. Donc, encore merci. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, je vous souhaite une belle journée. Ça fait plaisir et merci beaucoup pour l'invitation et la participation. Oui, bonne journée.